Culture et moi sur RCV 99. Hello et bienvenue dans ce nouveau numéro de Culture et moi. N'allez pas travailler, écouter de la musique, est-ce que ce serait pas le mantra à adopter pour 2026 ? Aujourd'hui, je reçois une artiste touche à tout, dans le sens qu'on aime beaucoup. Une artiste pleine de panache, de singularité et d'engagement. Aujourd'hui, je reçois Pauline Rambaud de Barallon. Aujourd'hui, je reçois PR2B. Salut Pauline. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, je suis très contente d'être là. T'es venue presque juste pour nous à Lille et tout, c'est trop bien. Quasiment. Presque, ouais. je le dis presque, tu noteras. Alors cette phrase, n'allez pas travailler, écoutez de la musique, on en parle un peu ? Avec plaisir, on en parle avec grand plaisir. C'est sûr que c'est venu comme un double mantra parce que je pense que moi c'est un morceau que j'ai composé assez tôt dans le processus de l'écriture de l'album et c'est vrai que j'avais moi-même envie d'arrêter de travailler parce qu'il y a un moment où la chanson ou le fait d'être artiste, un moment ça devient un travail, parce que je trouve souvent le moment où on fait les choses les moins intéressantes et donc oui de trouver cette liberté. Et c'est vrai qu'ensuite, vu que l'idée c'est que j'ai placé un peu aussi tout l'endroit du milieu du travail au centre thématique de l'album, c'est devenu un double mantra vraiment réel d'appeler même les gens à parfois désobéir, ne pas aller à leur travail ou alors d'aller à leur travail et de ne surtout pas travailler, écouter de la musique. J'adore, moi je vais adopter ça pour 2026. Ben, t'es d'accord ? Bonjour Ben, je ne t'ai pas présenté encore, j'oublie tout le temps. T'inquiète, pas de souci, moi je suis l'homme de l'ombre. Donc, ouais, je suis d'accord. Enfin, moi j'adore mon boulot en même temps, donc bon, quelque part, je suis moyen d'accord. Bon, tu dis ne pas travailler, mais ton dernier album est sorti en 2021, mais depuis t'as clairement pas chômé. T'as fait des bandes originales, est-ce que tu peux nous en parler un peu ? T'es parti en tournée avec un collectif, Oui, en effet. Un peu hyperactif quand même, non ? Oui, alors après, finalement, après c'est aussi il y a quelque chose qui a été assez beau parce que évidemment que ces choses-là, elles se sont faites au cours des années, mais c'est vrai qu'en effet, le film d'Amélie Bonin, Partir un jour, le collectif Draga et même La mer au loin, tout ça est sorti à très peu de temps de différence, donc on a eu la sensation que j'avais tout fait d'un coup, ce qui n'est pas entièrement vrai, mais bon, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont liées. Moi, c'était pour le coup, ça faisait partie d'un des vœux de ma vie. Ensuite, aussi, on en reparlera, je pense, sur le chemin de l'album, d'être dans un endroit aussi plus collectif, de sortir de l'ego et d'aller vers le groupe. C'est sûr que moi, j'avais déjà, il fallait que je digère ce premier album que j'avais écrit. J'avais pas l'envie de réécrire tout de suite. Il y avait plein de choses que j'avais envie de faire, dont par exemple des choses très concrètes comme passer mon permis, mais j'avais évidemment envie concret, ça. Ça, c'est très concret, ce qui a quand même amené
beaucoup d'aventures et aussi ce deuxième album. Mais c'est vrai qu'ensuite, oui, j'avais envie d'ouvrir mon parcours artistique à des choses qui étaient importantes pour moi, qui étaient le travail collectif. Moi, j'ai fait des études de cinéma, j'ai fait aussi des études de théâtre, donc ça n'a pas toujours été, l'art n'a pas toujours été une expérience solitaire. Au contraire, j'ai d'abord pensé l'art comme une expérience collective et aussi de pouvoir servir la voix d'autres personnes ou de faire à plusieurs. Et donc, en effet, est revenu, il y a des propositions que pour le coup j'ai acceptées de films que je trouvais, qui m'ont bouleversée, comme L'émeute de Kamal Nazrak, dont j'ai fait la musique, et ensuite après j'ai fait la musique d'un film qui s'appelle La mer au loin de Saïd Amish, où pour le coup l'anecdote c'était qu'il y avait Anna Mouglalis dans ce film que j'ai retrouvé avec le collectif Draga, et ensuite voilà, donc il y a eu ces musiques de films qui sont arrivées déjà moi le cinéma c'est un endroit très important dans ma vie, mais je trouve que la musique de film c'est quelque chose qui moi me rend très heureuse, parce que ça demande vraiment ça oblige à sortir de sa zone de confort, et moi je suis convaincue qu'il y a des pans du disque dont peut-être on parlera, en tout cas d'orchestration, que j'aurais pas pu faire si j'avais pas par exemple composé la musique d'Émeute ou de La mer au loin. Et ensuite en effet il y a eu ce collectif Draga, on finit les dernières dates de tournée là dans quelques semaines, et voilà, et c'est vrai que ça c'est vraiment un moment extrêmement et pour le coup ça c'était un truc émouvant pour moi, de me mettre aussi au service de quelque chose d'autre, qui est le texte de Monique Wittig, d'aller aussi porter la parole d'une pensée qui pour moi est plus qu'actuelle et qu'il faut même réhabiliter d'une certaine manière, et donc de faire groupe. Oui, et puis du coup, c'est des sujets hyper différents en termes de créativité. Ça va quand même te demander un travail intellectuel, adaptation hyper. Parce qu'on prend 2 films, on prend Partir un jour et La mer au loin. Enfin, oui, c'est des ambitus énormes, ouais. Voilà. Puis le collectif Draga, et c'est venu comment, du coup, d'ailleurs, ce collectif comment est venue l'initiative En fait, pour faire l'histoire extrêmement rapidement, Lucie avait organisé avait une nuit d'improvisation à la Cité de la Musique qu'elle avait intitulée Nuit chamanique, qui était une nuit d'improvisation de 5 heures. Et pendant cette nuit, Anna était invitée aussi. Elle avait déjà ce montage de texte du texte des guerriers. Et en fait elle a déroulé ce texte, et il s'est passé quelque chose d'assez incroyable à ce moment-là, et ensuite l'idée a germé d'en faire un album, mais au début l'idée est vraiment venue en duo de Lucie et Anna, de se dire vraiment on va faire cet album, et ensuite c'est Lucie qui est revenue vers moi en disant j'ai envie de co-composer ce disque, et puis ensuite d'en faire vraiment un collectif avec Théodora et Narumi. Donc ça a été en plein d'étapes pour se retrouver dans ce collectif. Et c'est vrai qu'en effet, moi, c'est quelque chose aussi qui guide pas mal ma vie. C'est l'endroit aussi des rencontres, de servir aussi des paroles qui sont différentes. En effet, par exemple, Kamal, on se connaissait pas. D'ailleurs, pour le coup, l'expérience était même effrayante, parce que lui m'avait dit moi, je déteste la musique de film. Si je peux m'en passer, je serais très heureux. Pas de pression. Et en même temps, il arrivait presque à la fin du montage, et il était convaincu que là, il fallait quand même qu'il y ait de la musique. Et c'est vrai que par exemple ça c'était un dialogue, et pour moi c'était donc il fallait être aussi radical que lui dans ses propos, là où Amélie, que j'avais rencontrée dans un cadre d'un projet avec une journaliste de France Culture, Aurélie Charon, qui avait un projet théâtre, elle vient me voir à l'inverse en disant j'aime tes chansons, j'aime la musique, je veux faire un film sur des chansons. Donc ça c'est grands écarts, moi ça me passionne de faire ça. Et le collectif Draga, du coup, c'est une date, ça sera terminé après la tournée, ou l'idée c'est quand même de garder ce collectif et de continuer à travailler dessus, de monter d'autres projets ou on ne sait pas? En fait, je pense que tout est ouvert. Un collectif, c'est une volonté d'horizontalité, ce qui n'est pas toujours facile. C'est quelque chose qu'on travaille. En plus, là, on se retrouve parfois, on ne s'est pas vu pendant 2 mois, on doit remonter sur le plateau. C'est un texte qui oblige, qui est exigeant. Et je pense qu'on a très envie de continuer ce collectif. Et en même temps, je crois que c'est là où c'est beau, c'est que c'est les individualités qui font le collectif, et qu'il faut chérir ça. Et que évidemment, tous les jours, on réapprend à refaire collectif, et on doit aussi se refaire nos vœux, parce que ça peut très bien aussi, Mais en tout cas, moi, je sais que c'est quelque chose qui me rend très très fière, et dont j'aimerais par
un moyen ou un autre, dans une temporalité, je ne sais pas qu'est-ce que ce sera, mais que ça continue en tout cas. Ouais. Bon, je propose qu'on fasse une petite coupure musicale, parce que là, les auditeurs ont du coup entendu Opening, qui est aussi l'ouverture de l'album, et qu'on écoute du coup deux morceaux que tu as sélectionnés, parce que c'est le principe de l'émission. Et le premier, donc, c'est Presque Punk, qui est aussi du coup le nom de l'album. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? On reviendra dessus après, mais déjà le présenter un peu. C'est un morceau qui pour moi était un peu pivot dans l'écriture de cet album. Pour le coup, c'est la première fois où il y a un titre qui précède même l'écriture du disque. Presque Punk, je l'avais noté sur un post-it que j'avais accroché dans un appartement où je suis restée 3 mois à Marseille. Donc cette idée de Presque Punk, elle était là avant même que je me dise que c'était le titre d'un album ou le titre d'une chanson. Et ensuite, en effet, il y avait quand même, et ça peut-être on y reviendra, un vœu que l'histoire finisse bien, qu'on aille quand même vers la joie et le collectif. Mais c'est vrai qu'il fallait aussi passer par un état des lieux du monde. Et donc c'est vrai que j'ai écrit ces premières phrases qui étaient « on ne voit plus les étoiles, on ne voit plus les oiseaux ». Et je me disais qu'il fallait à la fois aller vers l'espoir, mais accepter tout d'un coup de faire l'état que ce monde quand même se casse bien la gueule, et d'en faire une sorte de chant des ruines aussi. Voilà. Ok, et ben du coup on écoute Presque Punk de PR2B tout de suite dans Culture et moi. On ne voit plus les étoiles, on ne voit plus les oiseaux. On croit qu'on a plus mal, qu'on est comme un roseau. On aime bien le banal, s'il est sorti du lot. On croit qu'on a plus mal, qu'on est des animaux. On fait des artifices, on salue les mirages, les gentils sacrifices et les nouveaux miracles. Les 2 doigts dans la prise, les yeux sur l'océan, les réseaux qui nous disent, les abonnés absents. Alors je vois des comédies musicales, fuck le banal, j'ai rien fait de mal. Pourquoi les gens chanteraient pas dans la rue quand tout est moche, quand ils sont trop déçus? Pourquoi la violence avancerait l'histoire? Ça met le cafard, ces mecs affreux, je veux plus jamais les voir. Pourquoi on ne resterait pas plutôt à Ose? Dorothy sauve nous, chante-nous quelque chose. Quelque part, en haut de l'arc-en-ciel, tout à il fera bien trop chaud pour Star d'être l'éternel, pour dire qu'on a fait quelque chose. Alors on se mettra tous à rêver 50 degrés, on sera tous allongés. On se racontera ce qu'on a dans la tête, tout ce qu'on regrette, tout ce qui était bien. Quand on aura peur, on se tiendra la main. Et la vie presque punk, presque tout, presque pas. Et la vie sera presque punk, presque tout, presque pas. Presque tout, presque punk. On sera une chaîne, on sera un maillon, des âmes au vent, on passera les saisons unies dans la patience, dans l'impuissance. Même pas la force de lever le petit doigt. On dira l'amour, on dira les baisers, on dira les contours, on dira les secrets, on dira la montagne, on dira les kiffs, on dira le temps, on dira les élites. Et on n'aura même plus besoin de dire, ça sera mieux que ce qu'on aura cru de pire. On deviendra l'homme qui rétrécit, tout rikiki, on deviendra gentil. Le spleen aura refroidi les glaciers, et Marguerite refleuriront l'été. Sans un mot se chantera la beauté, on ne l'oubliera plus comme un point de côté. On se mettra tous à rêver 50 degrés, on sera tous allongés. On se racontera ce qu'on a dans la tête, tout ce qu'on regrette, tout ce qui était bien. Quand on aura peur, on se tiendra la main. Et la vie sera presque punk, presque tout, presque pas. La vie sera presque pas, presque tout, presque pas. Presque tout, presque pas.
est de retour dans Culture et moi, où je suis toujours en compagnie de PR2B, et donc on vient d'écouter le morceau Presque Punk, qui est aussi le nom du coup de ton nouvel album, à apparaître ce vendredi, donc le 5 décembre, si je dis pas de bêtises. Comment on parle de cet album ? Parce que du coup je l'ai écouté, j'ai eu la chance de l'écouter un peu avant sa sortie. On sent quand même une narration dans l'album. Ce côté un peu, au début de l'album, un peu tendance pessimiste quand même, un peu rien ne va bien, et plus on avance dans l'album, puis on sent un peu ce côté... d'optimisme. C'était quoi ? Du coup, c'était voulu parce qu'on parle quand même d'aliénation au bureau, de trucs peu de burn-out. Mais en même temps, on sent ce côté, on va danser un peu. Et ça évolue en fait au cours de l'album. Oui. Comment t'as écrit ce contenu ? Enfin, c'était quoi le fil conducteur de l'album ? Je crois que tu l'expliques très justement. Ce fil conducteur, c'est ça. C'est vraiment. J'ai fait ton boulot. Grave, merci. Non, mais il y a en tout cas, oui, c'est-à-dire là où, par exemple, la différence du premier qui vient un peu comme une condensation de 28-29 années d'existence. C'est vrai que là, sur le deuxième album, on parle toujours de la question du deuxième album. Il y a quelqu'un dans le milieu de la musique qui disait parfois les artistes mettent 28 ans pour écrire un premier album et 2 ans pour écrire le deuxième, c'est pour ça qu'il est mauvais. Enfin, mais je suis pas totalement d'accord avec ce constat. En revanche, c'est vrai que si on reste, je trouve, dans un état d'ego, de parler de soi, oui, de 2 ans, c'est vraiment rien. Moi, là, ce deuxième album, c'était pas l'endroit de faire des constats, mais plus d'aller poser des questions, d'essayer de faire autrement. Et donc, par exemple, c'est passé par juste, pour le coup, des constats simples de mes manières d'écrire, c'est-à-dire de voir que quand même si c'était pas forcément mon envie, on en revient toujours aux histoires d'amour qui finissent mal, à son endroit à soi, est-ce qu'on m'aime, est-ce que je suis aimée, qu'est-ce que j'attends de l'autre, qu'est-ce que l'autre, et en fait pour moi, par rapport par exemple à la manière dont je mène ma vie ou je vois les autres mener leur vie, je trouvais ça très réducteur. Je trouvais que donc je me suis dit, et par exemple de travailler sur le texte de Wittig, c'était aussi ça s'est venu résonner à des endroits, c'est-à-dire comment tout d'un coup on raconte autre chose, et pour ça il faut créer un autre état de langage. On peut plus écrire pareil. Donc déjà c'est venu aussi comme un exercice d'invention déjà dans ma tête, c'est-à-dire comment on raconte d'autres sujets, comment ils font chanson, parce que l'idée c'est quand même que ça chante, que les corps se libèrent, ou que je sais pas, on ressent des émotions, et comment, et ça c'est la première fois que je me le suis dit à haute voix, comment on fait pour qu'à la fin ce soit mieux qu'au début. Et donc en effet ce chemin d'album, par exemple, moi je me suis dit ça va finir bien, mais j'ai mis beaucoup de temps à composer J'aime la vie parce que je n'arrivais pas à la composer cette chanson, parce que je n'y arrivais pas encore. Là où en revanche je pense que j'avais déjà après avoir composé Presque Punk retrouvé un peu ma constellation qui venait du théâtre, qui venait du cinéma, et donc c'est passé par exemple par Bullshit Job qui arrivait aussi assez vite, parce que de penser à placer aussi cet album dans le monde du bureau. Donc il y a des pierres angulaires qui sont nées, mais il y avait plein d'endroits qui pour moi restaient encore pas trouvables, qu'il fallait que je cherche. Et donc je pense que cet album-là, il est né d'une quête, c'est-à-dire comment aussi un album il peut chercher à mieux vivre, raconter aussi ces choses-là, et c'est aussi pour ça que par exemple c'est la première fois que j'ai eu peu de mal à faire le tracklisting, parce qu'il y avait vraiment aussi un endroit temporel d'un chemin. Évidemment les gens peuvent l'écouter dans le sens qui veulent ou qui souhaiteront, mais moi en tout cas je l'ai pensé on va de l'opening à J'aime la vie, et cette traversée là où quand même l'idée aussi c'était de pas s'épargner. Donc il y a vraiment des moments où parfois les sujets sont pas sympathiques, même ce qu'on a dans les oreilles, il y a des fois il y a des sons qui nous surprennent, on a l'impression que notre téléphone est en train de péter un câble, enfin il y a des buzz, il y a des cris, voilà. Donc il y avait aussi cette chose là que j'avais envie, c'est-à-dire comment aussi tout ce qui nous a un peu parfois aliénés des téléphones, de toutes ces choses là, tout d'un coup on crée un bug dans la machine, et donc ça nous recolle au présent, et ensuite d'aller finalement comme une petite troupe, je cite le Magicien d'Oz, mais c'est vrai que cette image là des fous joyeux qui partent comme ça et qui disent on va chez Oz, voilà, ça c'était quand même un vœu de me dire mais quand même à la fin ou on va en club ou on va en rave ou je sais pas, mais on va quand même aller tous ensemble vers un truc un peu mieux. Ouais, mais moi je trouve ça un peu fascinant. Enfin, tu parles du morceau du coup avec Philippe Catherine, je pense qu'on reparlera de ce feat après, mais ce sujet du bureau quoi, c'est vraiment un truc où jamais je me suis dit je vais écouter un morceau et m'ambiancer dessus sur une personne qui pète un câble en fait et qui veut juste se parer du bureau. Mais le texte est trop bien. Alors Ben, je crois que tu l'as pas écouté ce morceau-là. Non, j'ai pas eu mais cette chance. Mais quand on te dit une chanson sur le bureau
Mais moi, d'une manière générale, en fait, cette façon de traiter de sujets hyper sérieux, voire dramatiques, mais sur des musiques plutôt happy, ça me fait penser à Stromae, par exemple. Oui. Je sais pas si je me trompe en disant ça, mais il a ce côté, je suis très badant dans ce que je raconte, mais c'est pas grave, on s'en fout, allez, on danse. Ouais, Oui, après, totalement, ouais. Ouais, après les sujets, ouais, c'est sûr que les sujets abordés sont parfois différents, mais ouais. Et du coup, ouais, cet album, tu l'as écrit dans l'ordre? Non, tu l'as pas écrit dans l'ordre. Non, pas totalement, mais non. Mais il y a des choses quand même. Enfin, j'ai l'impression que dans le fil conducteur, il y a quand même des points qui relient avec la temporalité quasi d'écriture. L'opening est arrivé quand même assez tôt, Ouais. presque punk aussi. Le cœur de l'album, Cristal, Sirène, tout ça, il y a des choses qui se sont développées ensuite plus tard. Et J'aime la vie vraiment est quasi Ouais. arrivé en dernier. Ouais. Et comment est-ce qu'il y a des sujets que tu ne traites pas, que tu veux pas traiter ou qui sont plus difficiles à traiter? Alors, je parle pas des formats plus classiques, tu parlais de chansons d'amour et tout ça, mais est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels, par exemple, tu t'es dit, ouais, j'aimerais bien écrire et tu n'y es pas arrivé? Ou à l'inverse, des sujets, enfin, je sais pas si c'est Genre clair. l'engagement politique, par exemple. Oui, par exemple, ou autre chose, en fait, ça peut être n'importe quoi, sur le chien du voisin, enfin, tu vois, je sais pas. Ah oui. Enfin, est-ce qu'il y a des sujets comme ça où tu te dis, non, j'arriverai pas à écrire dessus, ou c'est pas le moment, ou... Oui, alors j'ai l'impression que, là où j'ai de la difficulté parfois, c'est de finalement arriver. Enfin, ça m'est arrivé parfois d'échouer à écrire des choses. Oui, parfois on a envie de refaire, je sais pas, par exemple une chanson qu'on veut, voilà, d'amour ou d'adresse, et en fait où on est complètement indécent, où c'est pas bien du tout, c'est pas bien senti. Moi, je sais que par exemple, je fonctionne assez peu de manière thématique. Okay. Évidemment que je sais que moi j'ai comme une cartographie un peu où je vois les portes que je vais ouvrir, mais ensuite c'est vrai que à part par exemple Bullshit Job, qui était quand même une chanson où je savais la trame, il y avait quelque chose presque comme l'opérette, où je savais que tout d'un coup il y allait avoir ce premier personnage qui allait dire quelque chose et ensuite lui qui allait répondre. J'aime bien aussi que l'image poétique parfois elle vienne précéder des choses que moi je vais penser, là où j'ai l'impression que quand tout d'un coup je me dis bon, je vais parler de ça, souvent c'est pas les chansons que je garde parce que ça devient très littéral et un peu balourd, quoi. Donc moi je trouve que là où c'est difficile, j'ai pas, par exemple, j'ai jamais eu la sensation de me dire ah, j'aimerais bien parler de quelque chose et en fait je n'y arrive pas. En revanche, ça m'est arrivé de prendre le chemin d'une chanson, des chansons d'amour par exemple, et de trouver que où c'est rien de nouveau, tout est emprunté à quelque chose, voilà. Et donc par exemple d'arriver à être à l'os comme ça, ce qui est pour moi le truc le plus important, c'est-à-dire une chanson, c'est comme dans un plat où on mijote, ensuite il y a une réduction et on arrive à l'essence de ça. Si tout d'un coup c'est trop bavard ou je sais pas quoi, bon bah ça dégage, quoi. Ça je me suis vue parfois jeter beaucoup de tentatives parce que tout d'un coup il y avait quelque chose que où je me voyais au-dessus du sujet ou de la musique, et en fait je trouvais ça un peu nul, quoi. C'est le droit, hein. On n'entendra jamais, du coup on peut pas juger. Je propose qu'on refasse une petite pause musicale. Alors là on va parler d'une découverte. Donc dans l'émission je demande aux artistes de faire leur programmation, donc parler de leurs morceaux, mais aussi d'artistes qu'ils ont découverts ou qu'ils aiment particulièrement. Et donc tu as choisi un morceau de Gilda qui s'appelle Utopiste. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Pourquoi tu as choisi ce morceau? Alors en fait c'est un morceau qui est sorti il y a 3-4 jours maintenant, que je trouve extrêmement fort. Moi, Gilda, c'est une artiste que j'ai découvert il y a un peu moins d'1 an, que j'ai vu sur le plateau. C'est une artiste que je trouve extrêmement passionnante et dont j'ai hâte aussi de voir le travail, parce qu'il y a plein de choses qu'elle mélange, de genres de musique, aussi à quel point elle met le rapport collectif et performatif au centre même de son travail, de faire ses concerts comme dans sa cuisine, dans la petite halle à la Villette, où tout d'un coup elle va à la fois prendre le lead et amener plein d'artistes à jouer ensemble, voilà. Et je trouve aussi que c'est une personne qui produit très bien la musique, et qui travaille vraiment comme dans un laboratoire qui
qui fait son son. Je trouve pas que ses musiques ressemblent elles ressemblent à aucune autre. Je trouve que voilà, et elle a une manière, de conduire pour le coup son chemin de chanson par sa production et par ses mots que je trouve vraiment hyper puissante et intéressante. Et voilà, donc j'avais envie de parler d'elle parce que je trouve que là, en ce moment dans la musique, c'est quelqu'un que je trouve vraiment passionnant. Et puis visuellement, c'est hyper totalement. Enfin, le clip justement d'Utopiste que j'ai regardé, parce que je ne connaissais pas, bon, je connais maintenant, mais je ne connaissais pas, est hyper joli. Enfin, c'est travaillé. Enfin, c'est joli dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est vraiment, on sent qu'il y a eu un travail de recherche, de DA, enfin de quelque chose, voilà. Et ben du coup, on écoute ça. On écoute donc Utopiste de Gilda tout de suite dans Culture et moi. Imagine deux femmes comme toi et moi, il y a 3000 ans, avec les mêmes discussions, les mêmes réflexions, les mêmes désirs de changer, même les mêmes combats à mener. L'une dit à l'autre, je suis fatiguée dans l'âme, et je pense au lendemain de mes états d'âme, et je ne veux pas me lever. Imagine toujours ces deux femmes comme toi et moi. Là, maintenant, on a les mêmes discussions, les mêmes réflexions, les mêmes désirs de changer, même les mêmes combats à mener. L'une dit à l'autre, j'ai de l'espoir pour notre avenir. Et je pense à nos parents, je me dis que c'était pire. On aura des trucs à raconter. Toi et moi, dans 3000 ans, on aura les mêmes discussions, les mêmes réflexions, les mêmes désirs de changer, même les mêmes combats à mener. L'utopiste a le même espoir que toi, la fatiguée a baissé les bras comme moi. Tu me fais peur là, tu me fais peur. Est-ce que les temps changent?
dans Culture et moi, c'était donc Gilda, la découverte de PR2B. PR2B qui est toujours avec nous. Et je propose qu'on creuse encore un peu le sujet de cet album, du coup Presque Punk, qui sortira donc ce vendredi, le 5 décembre. Il y a une histoire de voiture et de Cévennes. Absolument, ouais. C'est Il y ça, a totalement si je une résume voiture un peu. de voiture. Ouais. Bah déjà, il y a une histoire de permis de conduire, C'est ça. qui est quand même, j'ai l'impression, en effet, le premier mouvement de l'écriture de cet album, qui est que je prends un moment donc la décision de quitter Paris, de retourner là, pas dans les Cévennes, mais dans ma ville d'enfance à Bourges, et donc de me dire que je ne repars pas de cette ville d'enfance si j'ai pas mon permis. Donc ce qui quand même met un enjeu. Parce C'est que clair. Pression. voilà, même si j'adore ma grand-mère et mon oncle avec lesquels j'ai vécu, il y a un moment où on se dit bon, il faut que je prenne Oui, bien cette sûr. voiture et que je parte. Voilà. Et puis, si c'est pour aller dans les Cévennes, c'est vrai que sans voiture dans les Cévennes, c'est compliqué. Là, C'est là, compliqué. c'est extrêmement compliqué. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, même les Cévennes, d'ailleurs, n'étaient même pas. Je pense que je pouvais même pas placer les Cévennes sur une carte à ce moment-là. Mais c'est vrai que voilà. Ensuite, donc, ce permis de conduire en poche, je retourne. J'avais un peu quelques attaches à Marseille, donc j'y passe 3 mois. Et c'est vrai que du coup, je suis de fait en appartement. Et là, je me rends compte que, en plus d'avoir quitté Paris, cet endroit-là de recomposer en appartement, il y a plein de choses qui se déplient à Marseille, parce que je note Presque Punk, je vais lire beaucoup de choses, je me nourris pour le coup, je vais me baigner, enfin il y a un truc où pour le coup je retourne un peu à la vie, mais c'est vrai que je me dis là j'ai vraiment la sensation d'avoir besoin d'un gueuloir, ou même d'un truc où mon corps se réveille, où je suis pas regardée, je peux faire des instruments, parce que moi je fais des instruments avant, donc je peux faire du saxophone ou de la clarinette très fort, enfin des choses comme ça. Et là, je lance un peu un appel à ma famille, à mes amis, et il y a donc cette maison dans les Cévennes qui m'est proposée pour d'abord juste passer 5 jours Enfin, l'idée, c'était de venir 5 jours en résidence, ce que je fais. Ouais. Donc, très effrayant hein, à 3 mois de permis, la route dans les Cévennes avec la C3 de ma aimes mère. vivre Voilà. dangereusement un peu quand même. Mais pas tant, croyez-le, pas tant. Mais c'est vrai que là, oui, il y a une épopée qui s'est lancée. Bon, déjà, il me semblait j'ai réussi quelque chose de prodigieux juste en arrivant à cette maison sans percuter ou un camion d'oignons doux ou moi-même contre un mur. Ou un sanglier. Ou un sanglier, voilà. Et ensuite, voilà. Et ensuite, j'ai passé donc, presque pas 4 jours, parce que je partais le 4e jour, 3 jours vraiment d'immersion totale, où sont nés, il y avait un tout petit bout de La Vérité, un peu d'opening et Sirène. Et là, j'ai eu la sensation d'entendre quelque chose que, pour le coup, j'avais pas encore traduit en chanson. Et en fait, même si je suis pas la personne qui parle du destin, mais c'est vrai que les conditions de vie ont fait que j'ai pu retourner dans cette maison pour y repasser 2 semaines, et puis ensuite y retourner encore pour y passer 3 semaines. Ok. Cette maison où j'ai enregistré une grande partie de la musique d'émeute de Kamal, Lazrak. Et ensuite, finalement, désormais, je vis dans cette maison. Je loue cette maison, donc j'ai fini par installer mes valises et donc construire vraiment toute l'écriture de l'album là-bas, en faisant quelques allers-retours à Paris. Mais voilà. Ok, donc c'est le lieu qui a aidé au développement de l'album. Et de ma vie, en fait. Ouais, et de ta vie, soit. En effet, ça a été la porte d'entrée au son, à l'adresse de ce disque. Et à moi-même, ce qui est et donc évidemment avec plein de questions qui, je pense, se posent, et pour le coup, comme dans l'écriture de ce disque, j'avais pas la réponse, c'est-à-dire je fais quand même ce pari d'aller louer cette maison, d'y vivre, mais est-ce que mes amis vont venir, est-ce que parce qu'en même temps moi j'étais prête à la vivre de manière assez solitaire, je m'y étais engagée, mais bon, et en fait voilà, une des autres choses qui ont été une surprise et qu'on fait aussi beaucoup sur ce disque, c'est que en effet j'ai passé beaucoup de temps, il y a mes amis qui sont venus et qui aussi pour juste un truc d'organisation, parce que beaucoup de mes amis n'ont pas le permis, donc ils pouvaient pas rester 2 jours, parce que je me mettais 1h30 à aller les chercher à Sud de France et puis à les ramener, donc ils restaient 4-5 jours. Certains en fait qui font des métiers qui leur permettent de rester à la maison, télétravailler, ont vécu pas mal de temps avec moi, et donc j'ai aussi beaucoup à ce moment-là, déjà c'est pas la même chose que qu'on prend un café ou juste on fait un Bien point
dîner. Donc, ils se confiaient aussi parfois sur leur bullshit job ou des vies où parfois ils se questionnaient sur le sens de leur vie. Et en plus, il y avait ce truc, maintenant ça a un peu changé parce que j'ai la fibre, mais pendant longtemps, j'avais un réseau quasi inexistant. Donc, du coup, on vivait aussi quelque chose qu'on vit peu avec ses amis, qui est l'ennui. C'est-à-dire, parfois il pleut, on peut pas sortir, on s'ennuie. Et cet inconfort, en fait, qu'on n'est pas un, parce qu'après on redécouvre que c'est un privilège, mais de vivre ça, parfois seul, mais pas que seul, ça a été vraiment des trésors ensuite pour constituer ce qui est devenu ce disque. Ouais. Et du coup, tu produis tout toi-même ? Est-ce que tu dis que tu enregistres une partie des trucs ? Est-ce que c'est toi qui produis tout ? Tu enregistres tout ? Tu montes tout ? Comment tu travailles sur l'écriture Alors sur ce disque, en fait, l'écriture de ce disque, il s'est fait en 2 temps. C'est vrai que par exemple pour la musique de film, quasi, c'est moi qui ai enregistré. Par exemple pour le film de Kamal, tout a été enregistré quasiment dans les Cévennes. Ensuite pour cet album, c'est vrai que moi je pense quand même beaucoup les chansons aussi en fonction de l'arrangement, des textures sonore, c'est quelque chose qui me guide aussi ensuite dans l'écriture. Je suis pas quelqu'un qui par exemple écrit un texte, ensuite le met en musique, ou même par exemple juste fait un piano-voix et ensuite me pose la question après de comment on va arranger le disque. Donc par exemple, y a plein de choses de type sonore qui étaient venues dès le début. Enfin, par exemple, la chanson Buzz, c'est pas un accident, mais en fait, c'est ma main contre un jack de guitare qui était branché, qui faisait et qui faisait quasi une note. Et je me suis dit, c'est drôle. Ça me rappelait aussi un film d'une femme qui entend tout le temps des bruits et on se dit, voilà. Et donc, je me disais, je vais parler d'épidémie parce que c'était quelque chose où j'avais un petit pied de nez à faire sur l'épidémie. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont venues de recherche de sons, comme par exemple tout le rapport sur la voix. Il y avait beaucoup de chœurs que j'ai enregistrés, qui par exemple, ça c'est des choses que j'avais enregistrées dans les Cévennes et que j'ai gardées. Et ensuite, donc je suis arrivée j'ai présenté au label avec qui je travaille des maquettes qui étaient quand même pas toutes proches du disque, mais il y avait quand même des choses où on se perdait pas. Et ensuite, après, je pense que moi, j'avais envie de m'essayer à quelque chose d'un peu différent sur ce deuxième album, en ce qui concerne les arrangements. Sur le premier, j'ai travaillé vraiment main dans la main avec Tristan Salvati. Là, il y avait un endroit qui était différent parce qu'aussi par la musique de film, moi, il y avait plein de choses de l'arrangement que j'avais fait et que j'avais envie aussi de me prouver dans le sens, dans ma musique, de pouvoir l'ancrer, de pouvoir inscrire ma patte, mais vraiment de laisser du chant à des endroits, à des gens, pour vraiment qu'ils puissent... Et moi, par exemple, je sais que l'endroit des percussions, des batteries, c'est pas mon cœur de cible, c'est pas là où moi je vais surtout sur les harmonies, les voix, ces trucs de sound design. Donc par exemple le chant des percussions, j'ai laissé beaucoup d'espace. Ensuite je suis arrivée, le label j'ai pu être pendant quasi plus d'1 mois en studio à Paris pour enregistrer, et donc en fait c'est là où j'ai fait la rencontre de ce beatmaker qui s'appelle Léonard du 38, parce que en fait Rosalie du 38, voilà, je savais parce qu'en fait il s'appelle Léonard dans la vie et en fait son blaze c'est Rosalie du 38, donc à chaque fois je me plante. Il brûle les pistes en même temps. Mais voilà, c'est ça. Après je m'appelle PR2B, j'ai envie de dire, j'ai pas trop de... C'est vrai. Voilà. Mais donc donc Rosalie, désolée Léonard de t'avoir outé, Rosalie du 38, donc en fait est venue, on a d'abord travaillé sur J'aime la vie, qui était un morceau où moi j'avais envie vraiment d'amener ce truc hyper techno dansant, et en fait c'est quelqu'un qui a une culture musicale extrêmement riche. C'est quelqu'un qui est hyper jeune et j'ai été sidérée par sa maturité. C'est-à-dire qu'en fait, tout d'un coup, il venait, tel un petit samouraï, il écoutait mes propositions de maquette et il me disait ça j'ai une vision, peut-être que ça, je peux faire quelque chose. Et il y a aussi des endroits où il était... Ça, je crois que c'est pas pour moi, je peux pas t'aider. Ce qui est quand même très rare, ou quand même souvent, même, on va dire pour des raisons juste même financières, de se dire, en fait, il y a une dame qui me propose de faire toutes les chansons de l'album, je peux peut-être les faire éventuellement. Enfin, et en fait, on a travaillé main dans la main et c'était assez beau parce qu'en fait, on se voyait tous les vendredis. C'est-à-dire, moi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, je travaillais sur les matières, j'avançais en parallèle sur les arrangements. Et vendredi, j'avais vraiment l'impression qu'il venait. En plus, moi, je travaille sur Mac, je travaillais sur PC, donc il avait un PC de gamer qui fait un bruit mais impossible, donc et il venait vraiment genre tout détruire des sons, et moi j'étais galvanisée parce que je voulais vraiment cette chose-là, et aussi sortir, je pense, d'une manière de production où on a tendance à produire la chanson française, c'est-à-dire dès lors que c'est un peu écrit, et en plus moi par exemple j'ai une voix très adressée, genre très droite, très chanson française. Tout d'un coup on baisse toutes les productions et puis en fait voilà, on dit
la dame chante bien. Et moi, j'avais vraiment pas du tout envie. Et vu que ce texte aussi, moi, j'aime bien écrire avec des consonnes, avec des trucs qui aussi où presque le mot, ça peut être du sound design. J'avais envie qu'il y ait quelqu'un qui, au contraire, ne prennent pas de gants sur ça. Moi, je m'occuperai ensuite de faire que ma voix, on puisse quand même entendre les paroles, mais qu'elle puisse être aussi impertinente que la musique, elle est ça. Et ça a été une rencontre, pour le coup, extrêmement forte, et où j'ai laissé une place à Rosalie. J'avais jamais laissé cette place-là à quelqu'un dans ma musique. C'est-à-dire, vraiment, il est venu chahuter des choses, rassembler aussi, donner aussi ce truc de cathédrale électronique où, pour le coup, comme dans le bureau, là, les ordinateurs, on entend cling, cling, cling. J'avais aussi, parce que cet album, il parle aussi de ça, de l'humain, de la machine. Donc voilà, c'est comme ça vraiment que tout le chemin d'arrangement s'est fait. Ben, t'avais un truc à dire, je t'ai vu réagir. Non, j'adore cette façon d'oser confier son travail, quitte à le retrouver complètement dénaturé, d'une façon dont tu l'avais peut-être même jamais imaginé. Ouais. Ça doit être difficile quand même, non ? Je crois que pour le coup, j'étais prête. Je trouve que cet endroit parfois de politesse, moi parfois je me suis sentie plus trahie dans cet endroit de déférence qu'on peut avoir, genre bon voilà, ça va, vous êtes contente madame, enfin ce truc. Au contraire, ça fait peur. C'est vrai, mais moi j'ai trouvé, ça a été une expérience cathartique, quoi, hyper jubilatoire d'avoir quelqu'un qui en fait finalement en plus, ce que je trouve être génial quand même dans la musique, c'est comment ça dialogue et que ça vient aussi répondre et en fait souvent après je sais pas si on parlera donc par exemple du travail de Björk, mais dans le sens de à quel point l'instrumentarium il vient révéler la voix ou il va révéler un discours et de pas être dans ce truc que parfois j'ai pu voir dans la chanson, c'est-à-dire vu que le texte est important, donc la musique c'est un discours qu'on retient, et c'est pour ça que moi après je me suis fait des constellations comme Björk, Brigitte Fontaine, où derrière en fait il y a une impertinence où voilà, la musique elle vient aussi chahuter la parole pseudo-sainte, voilà. Et on va réécouter un petit extrait de l'album du coup. Alors on parle de danser et de s'ambiancer. Là on va écouter Amnésie. Ouais. Alors, là ça va nous calmer un peu. On n'est pas sur le même registre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce morceau ? Cette chanson, pour le coup, elle venait pareil dans cette quête de par exemple faire un piano-voix, mais de ne pas parler. C'est pas une déclaration d'amour, d'aller raconter autre chose. C'est vrai que voilà, c'est pas pour faire le moment 90 minutes enquête, confession sur ma vie. C'est vrai que je ne suis pas diagnostiquée hypermnésique, mais je retiens beaucoup de choses dans ma vie. Oui, c'est ce que je me suis dit en écoutant le morceau. Ouais, c'est quelque chose où je me souviens encore de la plaque d'immatriculation de notre prof de français en 3e sur laquelle des matières un peu organiques devaient être mises. Bon, ce qui est un peu chiant parce que ça sert à rien de retenir ce genre de trucs. Bon, après, il y a des choses aussi très belles que je peux me souvenir. Mais c'est vrai que, par exemple, je me suis rendu compte, et bon, il y a des gens qui choisissent leurs amis parce qu'ils leur ressemblent, moi, pas vraiment. Et par exemple, moi, tous mes amis oublient. Et en fait, je trouvais que c'était génial parce qu'il y en avait plein. Parce que, par exemple, le fait de tout retenir, parfois, on échappe à l'instant présent. Parce qu'en fait, on le rapporte toujours au passé ou au futur. Et en fait, je trouvais que aussi c'était un privilège parfois d'oublier, et en fait il y avait aussi ce truc qui me questionnait dans l'endroit du bureau, et ça bon je vais avoir ma déformation de cinéphile, mais en fait il y a par exemple tous les films de Chris Marker, La Jetée, Level 5 sur aussi le deuil, comment par exemple on filme les gens qu'on aime, et en fait finalement c'est quand même la chose qui nous aliène le plus qu'on a dans les mains, bien qui sûr. Retient aussi le visage de notre amoureux, de notre grand-mère, donc ça je me disais bon alors comment on questionne le rapport à la mémoire pour finalement en faire peut-être qu'à la fois l'oubli c'est quelque chose de peut-être c'est peut-être sacré en fait finalement d'arriver à oublier. Et ben c'est parti, on écoute Amnésie de PR2B tout de suite dans Culture et moi. Est-ce qu'il y a des gens qui savent comment oublier? Rien ne se perd dans ma mémoire, mon présent passé. C'est comme si j'avais au cœur un siècle de bonheur, comme tout appris par cœur.
C'est fou, c'est beau et ça fait peur. Je rêve en voyant leur paradis, le reflet d'or de leur amnésie. Je suis là quand ils oublient comment elle est la vie. Je retiens tout et même ce qui ne compte pas. Tous les mots qui me viennent ont été dits déjà. J'aimerais qu'une fois cesse cet air de déjà-vu. Même mon premier amour, je l'ai déjà connu. Rien d'inattendu. Est-ce qu'il y a des gens qui savent comment oublier? Rien ne se perd dans ma mémoire, ma réalité. C'est comme si j'avais au corps les vivants et les morts, comme un dedans dehors. C'est fou, c'est beau et un peu trop fort. Je rêve en voyant leur paradis, le reflet d'or de leur amnésie. Je suis là quand ils oublient comment elle est la vie. Pourtant, je peux dire s'il faisait beau cette nuit-là, le nom du film, quand elles se sont serrées dans les bras. Je peux te rappeler la joie que tu avais ce jour-là. Je peux compter sur les doigts ce qui ne finira pas. Est-ce qu'il y a des gens qui savent comment oublier? Rien ne se perd dans ma mémoire, rien n'est effacé. C'est comme un mot qui se danse, ton chiffre porte bonheur, comme un numéro en absence, le dernier code avant l'ascenseur. Et de retour dans Culture et moi, toujours en compagnie de PR2B. Ça va toujours ? Ça va très bien. Ça va ? Bon bah parfait. On va continuer à creuser un peu les sujets autour de ton album. Alors il nous reste plus beaucoup de temps, mais on va y arriver quand même. Premier point dont on n'a pas encore parlé, ce feat avec Philippe Catherine, il faut que tu m'expliques. Ouais. D'où comment alors je vais essayer je vais aller vite pour essayer de parler de tous les sujets. Alors déjà il y avait l'envie dans cet album qui allait aussi vers la joie, le collectif. J'avais envie de faire un duo, ça c'était une des choses que je m'étais énoncée. J'avais envie de faire un duo et c'est vrai qu'est venue cette idée parce qu'il y avait cette chose du bureau et c'est vrai que moi il y avait des images que je me rappelais même de fan footage de YouTube, de gens qui pètent des câbles dans leur bureau, qui prennent leur ordinateur. Puis il y avait cette pub, je sais pas si vous vous rappelez, qui avait circulé sur YouTube de pâte à tartiner indienne et c'était un panda. Le panda, voilà, oui, le Never panda. Say No to a Panda et c'était un panda très mignon et puis en fait vu Pas qu'on mignon n'acceptait longtemps, pas son fromage, il explosait un bureau et c'est vrai que en fait ça parlait à énormément de gens parce que c'est vrai que ces moments où on est au vu de tout le monde, ces open space, ces choses, la première chose à laquelle on pense c'est quand est-ce que quelqu'un va se lever et hurler en disant genre mais regardez-moi, enfin des choses comme ça. Et c'est vrai que ça je trouvais que c'était un endroit juste de narration et de fiction géniale, et qui quand même raconte aussi beaucoup de choses du monde en général. Donc c'est vrai qu'il y avait cette idée de donc vraiment rédiger le mail, une employée envoie un mail, même par exemple ça commence par une sorte de petit clavecin et du coup pour moi je l'imaginais comme la personne qui tape au clavier genre ding, 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 et qui l'a dit voilà aujourd'hui j'irai pas au travail parce que c'est de la merde, et ensuite son patron qui lui répond genre attendez je pensais quand même que j'ai pensé vous licencier mais finalement et qui se met lui-même à changer d'avis. Il se transforme un peu en panda. Voilà, un petit peu, voilà, il devient un patron, un ex-patron panda. Et c'est vrai que, vu que moi, j'ai jamais écrit de
duo et que j'ai jamais eu à écrire pour des gens, c'est vrai que moi, ma manière d'écrire pour moi-même, il y a vraiment un truc physique de comment les mots sonnent en bouche, comment je les dis, comment je les allonge. Et donc, tout de suite, s'est posé la question avant même d'écrire, mais c'est qui ce patron ? Et c'est vrai que tout de suite, il y a eu Philippe Catherine qui est arrivé dans mon imaginaire, parce que bon, déjà, moi, ça a été aussi une figure extrêmement importante dans ma vie, dans la musique, de sa liberté. Enfin, moi, je me rappelle que quand même, Robot après tout, c'était un délire. En plus, j'étais vraiment fin collège pour moi de Marine Le Pen. Luxor, j'adore, mais Marine Le Pen, moi, ça me faisait je trouvais ça fou, en fait, par exemple, tout d'un coup se permettre d'imaginer que Marine Le Pen le suit. Enfin, voilà. Et donc, du coup, j'ai écrit tout son couplet. Jamais j'aurais fait rimer Cumulus et Cunilingus si j'avais pas pensé à Philippe Catherine, par exemple, chanter cette chanson. Et c'est vrai que ensuite, j'ai posé ce duo et puis moi j'ai continué le chemin de l'album, parce que c'est difficile de proposer à quelqu'un quand on n'est pas sûr que même si je sentais que cette chanson elle risquait d'être là, quoi. Et en fait il y a quelque chose qui m'émeut, parce que la première fois où on s'est rencontrés avec Philippe Catherine, c'était sur une création autour de Brigitte Fontaine, et en fait ça a été une soirée un peu importante pour moi, parce que c'est là où j'ai rencontré Lucien Tunès, c'est là où j'ai rencontré Philippe Catherine, c'est là où j'ai rencontré Anna Mouglalis, et Brigitte Fontaine, c'est une figure extrêmement importante dans ma vie, donc il y a quand même Brigitte qui nous a reliés, et voilà. Et ensuite, après, le moment qui pour moi était un truc que j'avais un peu rêvé, parce que je pense que la seule chose un peu égo-tripique que je me suis autorisé, c'est qu'il utilise mon prénom pour dire Pauline, j'ai bien eu votre email, que Philippe Catherine m'appelle par mon prénom. Voilà, donc ça sera inscrit à jamais. Du coup, je lui ai envoyé un mail pour lui proposer, et donc il m'a 2 fois répondu Pauline, j'ai bien eu votre email, et j'accepte d'enregistrer cette chanson avec vous. Après, on est passé au tutoiement. Et donc, on a enregistré cette chanson, et c'était joyeux, parce que le monde du travail, c'est aussi quand même un endroit où il y a beaucoup de gens, ça fait écho à beaucoup de choses. Et par exemple, Philippe avait un moment travaillé jeune à l'usine, et en fait on pouvait plus de son travail, et en fait était venu un moment voir son patron à l'usine en lui disant je ne reviendrai pas demain. Voilà. En plus, on l'imagine. Et donc, je l'imagine tellement bien. Mais dans les deux cas, dans le petit panda et dans le patron, voilà. J'imagine bien les deux. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a dit oui, d'ailleurs. T'avais une réflexion, Ben ? Est-ce que ça t'arrive d'avoir la boule au ventre justement le matin avant d'aller travailler avec ton métier actuel ? La boule au ventre, non. Mais parfois, j'ai une petite sensation de dissociation, quoi. Enfin, par exemple, je sais que là, c'est par plein de choses qui se passent sur ce deuxième disque. J'ai l'impression que, par exemple, la période de la promo, c'est une période qui est beaucoup plus joyeuse pour moi. Ah ouais, ok. C'est-à-dire, peut-être on y reviendra 2 secondes, mais il y a un événement que j'ai créé qui s'appelait la semaine au bureau, où j'ai créé comme une sorte j'ai détourné un espace de coworking où les gens pouvaient venir travailler, en même temps me demander des chansons d'urgence. Enfin, j'ai fait de cette période de promo aussi une période de temps présent. Ça, par exemple, c'est des fois des choses pas toujours simples pour moi, de dissociation, où je vous parle des Cévennes et de mes amis. C'est particulièrement le moment où je ne suis pas dans les Cévennes et je ne parle pas à mes amis. Et ça, je trouve que parfois, c'est une conscience que j'ai de rester un tout petit peu dans mes baskets et au bon endroit. Ça, c'est plus cette chose-là, genre de faire attention quand même à qui on s'adresse, d'être au présent, de pas dire n'importe quoi, d'être un peu... pas trop dans l'indécence, quoi, parce que je veux dire, tout d'un coup on peut vite blablater, voilà. Mais alors justement, on sent que tu es contente d'en parler de cet album, que ça y est, t'es arrivé à l'aboutissement d'un truc et tu veux le partager, quoi. Oui, ça c'est quelque chose, c'est la première fois, après c'est mon 2e album, donc, mais c'est vrai que c'est la première fois où, avant même qu'il sorte, bon là c'est le jour de la sortie, mais avant même qu'il sorte, il est déjà plus à moi, parce qu'il y a tellement, par exemple, de mes amis du collectif, Philippe, Catherine, moi j'entends aussi tout ce que j'ai fait avec les Dragas, tout ce que j'ai fait dans la musique de film, qu'en effet, il y a des fois, il y a toujours la peur d'être mégalo. Enfin, moi, ça m'intéresse pas du tout qu'on vienne juste pour écouter ma vie. Et là, je sens que dans cet album, en effet, il y a un truc qui me dépasse et qui, là, en effet, me fait énormément plaisir à partager. Ouais, ça, c'est sûr. C'est ta réponse, ta Mais réponse. carrément, Putain, carrément. je bug. J'ai adoré vous écouter discuter tous les deux de cet album. Bon, la semaine au bureau, on va en revenir. Du coup, c'était fin novembre à Paris, c'est ça ? Ouais, voilà, c'était la semaine dernière, et donc oui, en effet, il y avait un espace de coworking vers rue Sedaine, et du coup que j'ai un peu pris d'assaut pendant du lundi au vendredi, et donc le bureau était donc ouvert de 10h à 18h, et donc il y avait des espaces de travail, et les gens pouvaient venir
venir travailler. Et donc, j'avais transformé les 2 cabines qui normalement sont les phone box, dont une où il y avait l'écoute de l'album. Les gens pouvaient prendre un casque et écouter l'album, et il y avait les paroles au mur et ils pouvaient écrire ce qu'ils voulaient. Il y avait des papiers un peu partout. Et dans l'autre phone box, j'avais installé un tout petit studio de musique avec un petit piano, et les gens pouvaient fermer la porte et discuter, et je me demandais une chanson du premier album ou du deuxième album. Et en fait, ce qui a été assez fou, c'est que en fait, c'était, pour le coup, moi je voulais pas en faire un événement promo ou même marketing. J'avais vraiment envie de créer ce lien des individualités qui fait collectif. Et en fait, c'est drôle parce que pour le coup, quand on établit un protocole, on sait pas ce qu'il va y avoir dedans. Déjà, j'ai demandé beaucoup aux gens qu'est-ce que vous faites dans la vie. Je me demandais et là j'étais surprise parce qu'il y avait des étudiants, il y avait une chercheuse du CNRS, un instit, quelqu'un qui s'occupait de reloger les gens en mal logement, un mec qui bosse chez M6. Enfin, il y avait une sorte de panel totalement très différent de gens. Et en fait, ce qui était drôle, c'est que évidemment, les gens ont sans doute poussé à la porte du bureau parce qu'ils écoutaient ma musique ou tout ça. Mais en fait, à la fin, moi, c'était plus l'endroit très important. Les gens discutaient entre eux, entre elles. Et là où, pour moi, ça fait un pied de nez totalement au capitalisme, c'est que, en fait, les gens, finalement, ont beaucoup travaillé. Parce que je leur ai posé la question, et en fait, à force d'être dérangés, de pouvoir demander des chansons d'urgence, ensuite, on finissait par un cours un peu de respiration, de trucs de se détendre le corps. Et évidemment, je finissais par un petit concert. Je posais quand même la question, genre, moi, je n'en avais rien à faire si les gens travaillaient ou pas. Mais les gens étaient un peu genre, écoute, finalement, oui, j'ai vraiment travaillé. Et à quel point, voilà, pour moi, ça, c'était... ça, par exemple, ça me rendait très heureuse dans le processus d'album, de sortir aussi, même si vive la promo, de pouvoir discuter, de pouvoir parler de cet album, mais aussi de briser un peu cette chose aussi qui est un peu l'apanage parfois du système, un peu de la chanson ou du milieu, de quand même les artistes ont supposé une parole comme ça au-dessus, ou qui viennent délivrer en concert, et d'aller chambouler un petit peu tout ça, et qu'en fait, oui, évidemment, c'est aussi un travail, mais peut-être que eux, ce qu'ils font, c'est aussi de la poésie. Enfin, voilà, retournons la veste un peu. Voilà. Et est-ce qu'on t'a demandé une lettre de démission chantée ? Ah oui, alors oui, ça c'est merci de m'en parler, parce que ça a été quelque chose d'assez hyper bouleversant. Incroyable. C'est que donc, pour reprendre un peu ce truc de bullshit job, tous les après-midi, il y avait des ateliers, les gens pouvaient s'inscrire de chante ta démission, et donc on reprenait donc le format juste, il y avait juste la bande de bullshit job, et les gens pouvaient venir chanter leur démission. Et là où ça m'a aussi beaucoup ému, c'est que donc il y a des gens qui sont venus, qui faisaient par exemple de l'art, qui sont venus souvent démissionner d'eux-mêmes, c'est-à-dire de se rendre compte que par exemple ils étaient souvent leurs propres patrons, et il y a des gens, il y a une personne qui a démissionné un peu de sa fac, qui je l'espère normalement devait passer ce morceau à sa soutenance de thèse. Je ne cite pas de nom. Et puis voilà, par exemple, il y a un jeune homme qui pour le coup lui était dans une situation différente, qui était d'être poussé au licenciement, et qui est venu parce que là il pouvait pas travailler pour chanter, que lui non, il allait bien les faire chier et rester. Et ce qui est émouvant, c'est que évidemment les gens avaient le choix ou pas de, à la fin, quand moi je fais un petit concert, de pouvoir faire écouter aux autres leurs chansons. Et ça c'est beau, parce que par exemple en tant qu'artiste, moi je sais que évidemment que ça me fait très plaisir de chanter pour les gens, mais c'est quelque chose d'assez incroyable de chanter, de se faire vibrer, voilà, et de voir des gens qui par exemple sont pas chanteurs ou chanteuses. Entre le moment, parce que souvent ces ateliers ça durait quasi 1 heure, on était enfermés dans cette petite phone box, donc on devait ouvrir et mettre un ventilo parce qu'on allait crever, quoi. Ce qui prouve quand même que la phone box est très mauvaise pour la santé, parce qu'on peut pas y rester 1 heure, et en fait de les voir tout d'un coup, que leur voix se libère, qu'ils se mettent à chanter, ça c'est bouleversant, parce que pour le coup moi je crois vraiment que la poésie et le chant c'est absolument pas le monopole des artistes, et ça c'est bouleversant pour moi de voir à quel point c'était la joie, quoi. Incroyable. Ben, réflexion, question? Non, rien. Moi, j'adore vous écouter parler de cet album. Puis ça me rappelle, moi j'ai la chance de faire ce boulot ici à la radio depuis 20 ans. Mais avant d'arriver ici, je bossais dans le marketing. Et moi aussi, un matin, je me suis levé, j'ai écrit ma lettre de démission et je suis allé la déposer. Je suis rentré chez moi et ça a été douloureux. Mais c'est une des décisions dont je suis le plus fier dans ma vie aujourd'hui. Je pense que c'est quand même quelque chose d'assez universel. Je pense qu'on a tous... je connais pas quelqu'un à qui c'est jamais arrivé dans sa vie de se dire à un moment, non mais là je peux plus en fait. Il faut que je fasse autre chose, ou que je change de truc, et c'est quand même, au final c'est un sujet universel, mais en même temps qu'on
duquel on parle pas forcément, parce que ça reste un truc très perso, très voilà. Oui. Donc Et- le faire en chanson, pourquoi pas. Bah, en tout cas, c'est vrai que ce que je trouve beau dans ce que tu dis, par exemple, Ben, c'est le moment de prendre la décision. Et en fait, quand on écrit ce mail, par exemple, moi je sais que tout mon travail, c'est quand est-ce que je me mets à écrire, quand est-ce que je me mets à... Et moi je trouve que, par exemple, la lettre de démission, comme une lettre de rupture, c'est quand même les moments où on écrit et on sait qu'il y a un avant, un après, qui souvent quand même est mieux après. Parce que quand on se sépare ou qu'on se sépare de son travail, on fait un geste pour soi, mais aussi pour l'autre. Arrêtons cette mascarade. Et ça, je trouve que ce geste d'écriture-là, à titre individuel, il est incroyable, il faudrait le saluer. On devrait tous savoir écrire pour soi des choses. Moi, bref, je trouve ça très beau. C'est déjà la fin de l'émission, du coup, on va devoir rendre l'antenne. Alors, par contre, tu seras en concert, pas loin de chez nous, du coup, à Lille. Alors, j'ai noté le 6 mars à la Lune des Pirates, le 27 mars au Botanique de Bruxelles, et tu passes à l'Aéronef aussi. Absolument. On m'a dit dans ma petite oreillette. Ouais, le 19 février. Trop bien. Donc, je suis ravie. Parfait. J'ai extrêmement hâte. Ben moi j'ai hâte de te voir sur scène aussi, Ouais. parce que du coup j'ai pas vu et je me dis que c'est un album qui doit se voir en live. Oui, je ça pense. c'est sûr. Qui va être C'est un grand amour de mon existence, les concerts. Ça a été un peu chahuté avec le Covid sur la première tournée. Mais oui, et en effet, la démission chantée, j'espère qu'on va... voilà, que ça sera un petit peu le bordel quand même. J'espère qu'on sera tous des pandas. Venez en panda au concert de PR2B. Et du coup, tradition oblige, on va se quitter avec ton plaisir coupable. Ah, évidemment, d'accord, très bien. Tu te souviens de ce que tu as envoyé évidemment, ou pas? Ouais, je m'en rappelle très Je bien. pense que Ben, qui est notre directeur des programmes, va me détester qu'on possible, diffuse ce morceau. C'est très mais possible. il commence à avoir l'habitude maintenant. Je comprends, ouais. Alors, quel morceau tu as choisi? C'est le morceau de le remix, hein, quand même. Hein. J'ai précisé le remix de Ilona Mitracé, un oiseau, un enfant, une chèvre. C'est un remix techno. Monde parfait, Un monde parfait, voilà. Le remix est légendaire, Ben. Un oiseau, un enfant, une chèvre. Oui, et sauf que c'est techno, quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai un plaisir coupable des chansons de ce côté très, très la techno qui se chante, quoi. C'est pour ça que aussi à un moment, par exemple, donc là ça n'a rien à voir avec un monde parfait, mais moi j'aime trop le gabber avec ce truc des sons très baroques avec un gros kick. Bon, et ben moi j'y vois un petit peu, évidemment, là je vais me faire défoncer que si le monde parfait il y a du gabber, mais ce côté d'aller prendre l'enfance et envie de l'écraser par terre et de sauter partout, voilà. Donc tu penses à Ascendant Vierge par exemple? Oui, ouais, complètement, avec ce truc d'aller dans la voix ou dans les leads, chercher quelque chose d'extrêmement haut et tout le reste est claqué au sol. Moi, c'est un truc... Je viens du Berry quand même. La terre plate, la bourrée berrichonne. Donc, ça vient résonner très fort, je pense, chez moi. Eh ben, écoute, PR2B, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir échanger avec nous. On découvre donc cet album qui sort ce vendredi, donc le 5 décembre 2025. À écouter partout, hein, je suppose. Ah oui. Et tu pars en tournée, du coup, et donc tu seras à peu près visible partout, je pense. Ouais. Voilà. Et donc, on se quitte avec ce remix. Un monde parfait. 72 remix, ça s'appelle. Et nous, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de Culture et moi sur RCV 99. Sans nuage, avec quelques couleurs comme vient mon pinceau.
Culture et moi sur RCV 99.